encouragé par la population et vêtu d'un uniforme militaire parmi des soldats. Comme il avait annoncé, Abiy Ahmed s'est rendu sur le front pour encourager ses troupes. Les forces gouvernementales sont proches de la victoire, d'après une de ses déclarations, et c'est depuis le champ de bataille que le Premier ministre éthiopien a appelé les rebelles tigréens à se rendre. D'autres vidéos comme celle-ci ont été diffusées par les médias d'État sans donner plus de précisions sur le lieu où elles ont été filmées. Ces dernières semaines, les combats se sont intensifiés dans la région d'Afar, voisine du Tigré. C'est là que les rebelles tentent de prendre le contrôle d'une route stratégique qui mène à la capitale Addis Abeba. Malgré les annonces du gouvernement éthiopien, l'issue de ce conflit est incertaine et plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ou encore la Grèce, ont demandé à leurs citoyens de quitter l'Éthiopie dès que possible. Selon les estimations des Nations Unies, les combats qui durent depuis novembre 2020 ont fait des milliers de morts et déplacé plus de 2 millions de personnes. Voilà. Bon, excusez-moi, je cache ça. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 8 décembre 2021. Déjà. Je me présente. C'est Djoubian, mon surnom sur le net. Je suis panafricain, très convaincu. Accessoirement, je suis spécialiste de la France. Partagez, chers frères et sœurs, mes vidéos. Faites des pouces, parce que ça, c'est par contre, c'est gratuit. Enfin, j'allais dire. En guillemets, parce que vous payez l'abonnement auprès de vos différents opérateurs. Mais en tous les cas, si vous regardez régulièrement mes vidéos, ben, il faut faire des pouces, ça ne mange pas de pain, c'est vraiment le minimum que vous pouvez m'apporter comme soutien. Voilà, des pouces tout de suite, avant même de regarder le contenu. Pourquoi? Parce qu'après, vous pouvez l'enlever. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre d'abord initialement. Et puis, quand vous regardez après, vous apportez vos critiques, tout ce que vous voulez. Mais ne pas le faire, ça c'est très dommage. Parce qu'au fond, plus la vidéo est encouragée et plus elle a des chances de pouvoir atteindre le maximum de gens. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le plaisir est pour moi de vous retrouver à chaque fois. Et aujourd'hui, vous avez vu, là, j'ai montré, pour introduire ma discussion, le Premier ministre éthiopien, qui est un frère très courageux, un grand homme d'État, et qui est en train de ridiculiser les Occidentaux, les Américains en premier, et puis suivi de tous les membres de l'OTAN, c'est-à-dire la France, l'Angleterre et tout ça, le Canada et tout ça. Bon. Vous comprenez? Il est excellent. Comment s'appelle-t-il? Ben, c'est le monsieur Abiy Ahmed Ali, un premier ministre éthiopien qui est né le 15 août 1976. Il est du même mois que moi. On n'est pas de la même année, on a 11 ans d'écart. Bon, mais très brillant, très brillant, excellent. Donc, il est le premier ministre de l'Éthiopie depuis le 2 avril 2018. Et il obtient, figurez-vous, le prix Nobel de la paix en 2019. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que j'ai essayé de faire un peu de recherche pour faire cette vidéo. Et de montrer en fait justement toujours le ridicule qui ne tue pas. Parce qu'autrement, je vous dis, on aurait gagné du temps. Parce que là, les Occidentaux, ils n'ont pas compris que ça y est, la jeunesse africaine a bien compris tout leur manège. Et donc, on a décidé maintenant de mettre les cartes sur table. Voilà. Donc, ayant obtenu le prix Nobel en 2019, on pourrait se dire, mais il faut regarder historiquement. Dans l'histoire justement du Nobel, bon, je dois vous signaler que je n'accorde plus d'importance au Nobel quand on l'a attribué à Barack Obama. Oui, parce qu'à un moment donné, vous voulez, je me dis, au nom de quoi on lui donne ça? Et puis aussi, même avant Obama, quand on l'a attribué à l'époque au président Nelson Mandela, comment dire, de manière concomitante, enfin en tout cas, aussi bien au président Mandela et puis à De Klerk. Ça, je dis, pourquoi? Qui a souffert? C'est celui qui a souffert à qui il faut donner. Et non pas, parce que toujours pareil, ils ont des problèmes avec ça. Et quand on poursuit encore, quand ils ont décerné le prix Nobel au premier ministre, comment dire, d'Éthiopie, Ali Ahmed Ali, ben, ils auraient pu le décerner aussi parce qu'il a fait la paix avec l'Érythrée. C'est pour ça, puisque ça faisait très longtemps qu'ils avaient la guerre avec l'Érythrée, qui est un pays, un tout petit pays encore, en tout cas par rapport à, comment on appelle ça, à l'Éthiopie. Mais ils avaient comme ça leur guerre qui durait depuis des décennies. Et donc lui, quand il arrive au pouvoir, il dit, non, il va falloir faire autrement, hein. Nous sommes des frères, donc il va falloir faire la paix. Et c'est tout ça qui dérange les Occidentaux, les Américains en premier, et puis les Français sont derrière. Vous comprenez? Bon, donc il est extraordinaire. Je vous dis, ce qui est réjouissant aujourd'hui, on a un tournant très important, c'est que vous avez au Mali le président Assimi Goïta, et puis Choguel Maïga, le Premier ministre, excellent, des grands hommes d'État, des grands hommes politiques, ils font de la politique au sens noble du terme, le Premier ministre malien. Ensuite, vous avez aussi le président Touadéra en Afrique centrale, c'est-à-dire en République centrafricaine. Vous voyez,
Donc pour moi aujourd'hui, il y a 3 pays comme ça qui sont, comment on appelle ça, en avant, avec des leaders très brillants, des leaders très courageux, intègres, vous voyez, et ça donne de l'espoir, tout naturellement. Donc le Premier ministre Abiy Ahmed Ali, bon, écoutez, j'ai regardé un petit peu, je vais essayer de décliner un peu ce que j'ai noté, puis après je vais faire mon commentaire comme d'hab. Alors, il fait face donc depuis quelque temps au Front populaire de libération du Tigré. Voilà. Or ça c'est orchestré par les Américains et puis les Occidentaux, hein, parce qu'en fait, bien avant que lui il arrive au pouvoir, Abiy Ahmed Ali, eh ben, ceux qui étaient là pendant 25 ans, ils n'ont rien branlé. Enfin, ou en tout cas, ils ont passé leur temps à satisfaire aux besoins des Occidentaux et puis notamment à se diviser. Or, les forces étrangères, ou les forces, comment dire, obscures, qui viennent là, ben, il n'y a rien de mieux pour eux que quand vous êtes divisés. C'est une loi naturelle, c'est-à-dire diviser pour régner. Donc il n'y a rien de nouveau au soleil, si j'ose dire. Vous voyez? Donc, je dis c'est soutenu par et encouragé par les États-Unis, la France et les autres pays de l'OTAN. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le siège, alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Le siège de l'Union africaine se trouve depuis toujours, comment dire, à Addis Abeba, c'est en Éthiopie. Donc c'est tout un symbole ce qui se passe actuellement en Éthiopie. Vous vous rendez compte? Je dis que les lâches, les minables qui n'ont pas aidé pour résister, pour qu'on ne puisse pas assassiner le guide libyen, le colonel Kadhafi, eh ben, ils agissent pareillement parce qu'ils sont corrompus. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre? Là, au début, pour mon slogan, je parlais de la zone CFA, mais là, finalement, bon, la zone CFA, eux, c'est le pompon, hein, c'est pour ça. Donc, il faut remettre à cette zone-là ce qui leur appartient. Voilà, ils ont le pompon. Mais sinon, la CEDEAO, tout le monde est corrompu aussi. Tout le monde, j'entends beaucoup. Et puis, il y a quelques-uns comme ça qui résistent. Heureusement, fort heureusement. Et nous, on en fait partie. Vous comprenez? Bon, donc, le siège de l'Union africaine se trouve à Addis Abeba. Il est créé, donc, en juillet 2002. Hein. Il remplace quoi? Il remplace l'OUA. Moi, je voudrais même qu'on revienne à l'OUA, parce que je dis, regarde la signification. L'Union africaine, ça ressemble à l'Union européenne. C'est même pas surprenant. Alors que l'OUA, c'est l'Organisation de l'Unité africaine. C'est beaucoup plus fort. Et ça a été créé à l'époque, c'était le 25 mai 1963. À cette époque-là, il y avait 32 États qui avaient créé. Vous voyez? Et donc créé et puis présidé par l'empereur Haïlé Sélassié. Vous voyez? Qui est un grand symbole pour les frères jamaïcains, hein, les Rastafari, pour le rastafarisme, pour les Rastas, vous voyez? C'est leur dieu. Voilà. Bon, alors, hein? Donc vous avez des documentaires qui sont disponibles, vous pouvez regarder à volonté. Hein? Je dis maintenant, il n'y a plus d'excuses compte tenu du fait que nous sommes à l'heure du numérique, à l'heure du réseau social. Donc ceux qui veulent s'informer, ils y arrivent sans problème. Et donc Haïlé Sélassié, c'est lui qui a présidé à cette organisation dès le début, hein, à partir du 25 mai 1963. Aujourd'hui, il faut dire que ça a été remplacé depuis juillet 2002. C'est devenu l'Union africaine, voilà. Et il faut savoir que le capitaine Thomas Sankara, il critiquait, hein, justement, avant qu'il soit assassiné. Il critiquait l'Union africaine. Il dit, mais à quoi il sert? Voilà. Et tout ça a participé à ce qu'on l'élimine, hein, parce qu'à un moment donné, ils prennent des notes. Hein. C'est-à-dire que ceux qui sont à leur service, les Alassane Ouattara, les Macky Sall, les Sassou Nguesso, comme je cite d'habitude, hein, tous les gens là, la plupart là, 98-99%, qui sont à leur botte, eh bien eux, bon, ils sont relax. Mais tous les autres qu'ils considèrent comme dangereux, eh bien, ils notent dans leur carnet. Bon, tu as dit ça aujourd'hui, eh bien, en fait, d'une certaine façon, j'essaie de prendre en termes d'image, hein, pour imaginer, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, tu as perdu un jour de ta vie. Voilà. Donc, je pense qu'à l'époque, le capitaine Thomas Sankara, il les a bombardés, mais à chaque fois, quand il avait l'occasion. Hein, notamment son fameux discours, rappelez-vous, à Addis Abeba, justement, où il a dit, si je suis seul, si le Burkina Faso est seul à venir là, à la bataille, eh bien, l'année prochaine, vous me verrez. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Et je m'en souviens toujours, à l'époque, quand on regarde les images, pour encore les regarder, là, hein, dès que vous pouvez, quand la caméra balaye la salle, on retrouve des gens comme Sassou Nguesso dans la salle. Et moi, je m'étais toujours dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, quand tu regardes un jeune comme ça, en train de faire de la révolution pour que le peuple africain ait sa dignité? Toi, tu es là, bling, bling, ringard. Les gens qui te disent, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Voilà ce que je dis, moi. Voilà. Donc, ensuite, je disais qu'à sa création, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, c'était 32 pays. Aujourd'hui, c'est 55 pays. Hein, je dis en 2021. Voilà. Qui s'appelle plus l'OUA, alors que moi, je vous dis, hein, je me répète, mais c'est ça. Je dis dans des vidéos passées que je souhaite qu'on revienne à l'OUA. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai noté? C'est le seul pays africain, voilà, c'est tout un symbole. L'Éthiopie, en fait, c'est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé. C'est le seul sur les 55. Vous vous rendez compte? Le seul. Pourquoi? Parce que les autres, en fait, ils ont été colonisés par les Anglais, par les, comment dire, les Espagnols, par les Portugais, par les Français. Les Français, eux, ils ont le pompon au point de vue
du paternalisme et puis ils sont malades à l'idée de voir que les Noirs restent esclaves jusqu'à la fin de leur jour. Les dirigeants français, ils en sont malades de ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas concevoir autre chose. Voilà. Et puis, qui est encore les Pays-Bas, hein, voilà, la plupart des pays européens, bon, maintenant les gros, c'est Angleterre et France. Après, suivent les Portugais, je parle en Afrique, hein, je ne parle pas des autres contrées, mais en tout cas, si on reste en Afrique, gros morceaux anglais et français, et puis ensuite viennent les Portugais, et ensuite on termine avec les, comment on appelle ça, les Portugais, non, les Espagnols plutôt, parce qu'ils sont Guinée équatoriale, et puis il y a les Pays-Bas là, la Hollande, ils ont même été les premiers à aller en Afrique du Sud. J'ai toujours pensé que moi, dans mon petite analyse, je dis, eux, ils ont été victimes de leur nombre. Voilà, parce que sinon, ils étaient les premiers à mettre les pieds, ils ont été délogés par les Anglais, qui étaient beaucoup plus forts. Voilà. Donc, je vois ça comme ça. Et puis, de dire quoi? Et puis, de dire que il y a juste une période comme ça, il ne faut pas oublier les Italiens, parce qu'en fait, justement, les Italiens, ils ont annexé, pendant une période, pendant la guerre, la seconde guerre, là, ils ont annexé l'Éthiopie. Mais bon, l'annexe, c'est pas la même chose que la colonisation. Voilà. Hein, donc, faut bien savoir que l'Éthiopie est le seul pays qui n'a pas été colonisé. C'est extraordinaire. Et tout s'explique d'ailleurs, le siège, et puis il y a, comment on appelle ça, toute l'histoire africaine. Vous voyez, l'Éthiopie, c'est vraiment un pays symbole très très fort. Et comme on a beaucoup de corrompus au pouvoir, c'est pour ça que les choses sont comme ça, prises à la légère, alors que normalement, on ne joue pas avec les symboles. C'est comme un frère qui avait dit, j'ai écouté là sur les réseaux sociaux, qui a dit, c'est comme si on demandait de déloger, comment dire, l'ONU suite au 11 septembre. Alors que le 11 septembre, bon, c'est discutable. Enfin, bon, j'ai pas envie de faire ça parce que on peut se dire ça off, les gars. Bon, parce qu'ils ont déjà coupé ma chaîne la première fois, donc je sais pas. Mais j'en sais beaucoup, là, je veux dire, voilà. Et donc, en fait, paraît-il qu'il y a le président Kagame, et puis le président de RDC, là, Tshisekedi, le premier corrompu, qui demande à ce que ça soit délogé, Kagame lui réclame à ce que ça essaye dans son pays. Bon, je vous dis, moi je ne suis pas un soutien contrairement à ce qu'on peut imaginer de Kagame. Je dis simplement que lui, sa façon de faire, il faut que tous les autres pays fassent comme lui, les autres pays africains. Et c'est parce qu'eux, par contre, ils vont rouler pour leurs propres intérêts, ou l'intérêt de leurs amis et de leur famille, vraiment au sens restreint, hein, si vous regardez dans les différents pays, hein, le nombre de la population, par rapport à eux, ce qu'ils représentent. Alors que lui, il roule pour son pays. Parce qu'il faut voir la manière dont, en quelques décennies, le développement de son pays, le Rwanda. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, moi je suis dans une situation de dire, je n'ai pas envie de me mettre dans la posture de dire, oui, c'est lui le diable, parce que c'est lui qui est le, comment dire, l'agent comment on appelle ça, des Occidentaux. Alors qu'ils sont tous des agents des Occidentaux. Sinon, regardez, comment vous expliquez que ce qui se passe là, l'actualité au Niger, hein, Bazoum, et d'ailleurs Bazoum, je ne sais même pas pourquoi on s'attarde sur lui. Bazoum et puis son prédécesseur, hein, celui qui est avant lui, qui est toujours même à la manette, eh bien, ils sont tous des cadres, hein, de Areva, hein, anciennement Areva, aujourd'hui, qui est devenu Orano. Vous voyez, c'est des cadres. Ils ont travaillé là-dedans. Donc, ce sont des agents français. Voilà. Ce sont des, comment dire, des espions. Ce sont des, comment dire encore, des mercenaires, clairement. Bazoum était mercenaire. Donc, il faut regarder son passé. Il a travaillé où? Donc, voilà. Et puis, quand il se prononce, il ne trahit même pas. Il dit ouvertement qu'il est pour la France. Donc les choses sont claires. C'est pas pour toi que je ne suis pas la peine de s'attarder sur lui. Puisque lui, on a déjà pris note qu'il roule pour la France. Maintenant, on passe à autre chose. Quand je dis on passe à autre chose, c'est qu'on ne le laisse pas tranquille. Mais je veux dire qu'il ne faut pas discuter longtemps comme si on ne savait pas qui il était. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc la population de, comment dire, l'Éthiopie, figurez-vous qu'après le Nigeria, hein, parce que le Nigeria, c'est plus de 206 millions d'habitants. Plus de 206 millions d'habitants aujourd'hui en 2021. Les chiffres que j'ai, c'est 2020. Mais 2020. Bon. Et puis, il arrive en deuxième au niveau de la population, c'est-à-dire la plus importante en Afrique, après le Nigeria. Et sa population s'élève donc à 115 millions d'habitants. Hein, tout ça, des chiffres de 2020. 115 millions d'habitants. Vous voyez, donc ils sont très, très nombreux. Vous voyez? Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut savoir que, là, toujours pareil, quand j'ai regardé, j'ai fouillé un peu, le président Modibo Keïta, c'est pour ça que j'ai dit que c'est tout un symbole. Ah oui! Et comme on dit souvent, c'est l'histoire qui fait le présent et c'est le présent qui va faire l'avenir. Eh bien, Modibo Keïta, figurez-vous, le président malien, président, comment dire, courageux, qui était dans la même génération que les Houphouët-Boigny et compagnie, alors que les Houphouët-Boigny, ils ont choisi la voie facile. Hein. Ah oui, quoi qu'on en dise. Parce que ceux qui ont donné de leur vie, eh bien, ce sont ceux qui ont permis à ce qu'il y ait moins de chaînes physiques. Ce n'est pas ceux qui ont fait allégeance aux Occidentaux, ce n'est pas eux, hein. Parce que eux, là, on n'est pas sortis de l'auberge. La preuve, on est en train de se battre au XXIe siècle contre la France-Afrique. Ça veut bien dire ce que je vais dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez? Donc, Modibo Keïta, donc j'en reviens, et lui et Sylvanus Olympio, tous les deux, et puis d'autres personnes aussi, en tout cas les plus en vue, ce sont eux qui ont rédigé la charte de l'Organisation de l'unité africaine. Vous vous rendez compte? C'est énorme.
Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, Sylvanus Olympio, premier président du Togo, il a été éliminé par les Français parce qu'il a dit il veut que son pays, il veut pas entendre parler du CFA. Voilà. Comme les Tunisiens ont refusé, comme les Marocains ont refusé, comme les Algériens ont refusé, comme les Malgaches ont refusé. Lui, il a dit moi aussi, j'en veux pas. Il dit non, 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 toi, tu vas pas, toi, tu es un nègre noir, ta peau noire là. Donc, allez, ils ont éliminé le pauvre. Mais avant qu'il élimine, figurez-vous que lui et Modibo Keïta, ils ont participé à la rédaction de la charte de l'unité africaine. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, pareil, il a participé à la création de la CEDEAO. Et quand on voit comme actualité, la CEDEAO, maintenant, elle est corrompue. En fait, notre problème de fond, c'est vraiment la corruption. Hein. C'est-à-dire que la corruption a toujours existé, bien entendu. Mais là, on est dans une situation où ça a atteint un niveau sans précédent. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, il faut juste qu'on se batte contre ça, de manière à ce qu'on puisse diminuer. Voilà, parce qu'on ne peut pas supprimer. C'est-à-dire que dans les relations humaines, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas, parce que ça fait partie de la vie. Mais en revanche, on peut diminuer. Et là, moi, mon combat quotidien, vous voyez très bien. Hein, de toute façon, si je suis arrivé à faire ce slogan-là avec des t-shirts et tout ça, bon, c'est clair que je suis convaincu. Et dire ça, c'est même très peu que de le dire. Vous comprenez? Donc, la suite, vous voyez, voilà, même pour vous dire, les feux que je note même, tout ça, c'est zone CFA, zone des aliénés, zone des complexés et zone des corrompus. On peut aussi dire, pour élargir, zone de la CEDEAO, la zone des corrompus, zone des aliénés, des complexés. Voilà. Et donc, la suite, c'est quoi? J'ai déjà dit que c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé, sauf pendant quelques temps, je ne sais pas, ça a duré 6 ou 8 ans, l'annexion faite par les Italiens. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que la colonisation n'a rien à voir. Voilà. Ce qui est le cas des autres pays. Voilà. Donc ça, chapeau. Ensuite, donc voilà, les points importants que j'ai tenu à signaler, c'est le barrage. C'est ça qui pose problème, avec des soucis même au Premier ministre. Vous voyez? Parce que là, ils lui ont mis là, les Tigré là, qui se manifeste, et puis vous avez vu tout à l'heure, lui-même, il remet son treillis, et puis il va sur le terrain. Voilà. Il n'y a rien à dire. Moi, ça m'impressionne ça. Voilà. Je dis, voilà, c'est pas les trouillards là qui disent qu'ils ont fait des écoles de guerre, et que j'ai des épaulettes de colonel, de, comment on appelle ça, lieutenant-colonel, de généraux, de maréchaux, en fait, tout ce que vous voulez. Mais les mecs, quand maintenant il faut aller sur le terrain, il n'y a plus personne. Donc voilà, c'est des charlots, vous êtes des charlots. Franchement, regardez là, je pense aux soldats du Mali. Quand je dis du Mali, je parle de ceux qui étaient avant l'arrivée du colonel Assimi Goïta et puis tout ça, et ses camarades de lutte, ceux qui étaient là avant. Et puis surtout, je m'adresse là à ceux du Burkina Faso, parce que le jeune homme qui, avec son lance-pierre, vous voyez, a réussi à faire tomber un drone, mais c'est tout un symbole, ça dépasse même l'armée française. C'est l'Occident qui fait tomber là. Il faut bien le comprendre, c'est la raison pour laquelle je dis, lui, il faut qu'il ait une reconnaissance nationale. Mais oui, parce que, vous savez, quand on fait de la politique ou l'histoire, et quand on est en bataille comme ça, les symboles, c'est beaucoup plus important que le reste. Ah, ben bien entendu, sinon pourquoi on écrit des bouquins d'histoire là? Pourquoi ils font des documentaires? Et puis ils montrent ici en permanent. Les Français, moi je vis ici, comme je suis spécialiste de la France, vous comprenez bien que chaque année ils font des commémorations. Mais pour quelle raison? Mais justement, ça montre le symbole. Alors il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Bon. Donc je vous dis, le barrage, qu'ils ont appelé le barrage de la Renaissance, eh bien c'est en 2011, quand il y a eu les événements en Égypte, parce que c'est une vieille bataille hein, avec l'Égypte. Parce que l'Égypte, en fait, en gros, eux, sachant qu'ils viennent en troisième position, hein, les pays les plus peuplés en Afrique. Ils viennent après l'Éthiopie. Bon. Eux, ils disent que voilà, ils ont signé avec les Anglais, parce que les Anglais ont colonisé l'Égypte, et ça leur donne le droit pour le Nil. Voilà. Hein, donc, ils ont un droit comme ça de préemption, enfin, donc ils font ce qu'ils veulent. Donc, les autres pays, quand ils veulent faire quelque chose, ils ne peuvent pas, hein, les décennies précédentes. Maintenant, la nouvelle génération, les générations, ce succès, ce que je dis toujours, je dis que le regard que j'ai, c'est pas le regard de mes parents, et heureusement, mes grands-parents, heureusement. Et ça ne sera pas le même que celui de mes enfants, mais tout dépend de l'éducation qu'on a et puis le tempérament et le caractère de chacun de nous. C'est clair, voilà. Et donc, il faut que ça évolue dans le bon sens, c'est ce que je veux dire par là. Donc là, la nouvelle génération, qui est portée par le Premier ministre Abiy Ahmed Ali, eh ben, ils ont décidé d'accélérer les choses. Alors, 2011, ils commencent à poser les premières pierres et tout, et puis normalement, s'il n'y avait pas d'entrave, c'était prévu la fin en 2022. Voilà, ils finissent ce barrage-là qui est très, très important pour l'Éthiopie. Et pour continuer, pour ne pas que j'oublie, il faut vous rappeler, l'Éthiopie, c'est un cas vraiment exceptionnel. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, le peu que je vois déjà, je m'incline, au sens de respect total. C'est-à-dire, seul pays qui n'a pas été colonisé. Ensuite, comment dire, la tradition africaine, l'histoire africaine, hein, il y a l'Égypte ancienne, mais il y a l'Éthiopie qui est là, vivant. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça dans les découvertes des chercheurs et tout ça, des archéologues, et tout ça, des sociologues. En fait, il y a plein de trucs comme ça, les scientifiques qui retrouvent en Éthiopie des trucs de l'histoire ancienne africaine, à les origines même de l'humanité. Vous comprenez? Donc là, les Occidentaux, ils sont dans une situation de... en tout cas, je parle des dirigeants, hein, mais ils sont sans foi ni loi. Et c'est des gens qui ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Parce que sinon, il y a les basiques qu'il faut respecter, mais ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils sont sans foi ni loi, justement. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vous rappeler, dans les années 80,
Le grand concert qui a été organisé par comment on appelle ça, les grandes stars américaines. Hein, la signature de qui? Ben, la signature de Lionel Richie, hein, ex des Commodores, avec Michael Jackson, qui n'est plus à présenter. Et puis tout ça, orchestré par Quincy Jones, le big star. Voilà, il est encore vivant là, il a 80 et quelques. Bon, j'ai regardé un documentaire récemment qui m'a été montré par ma fille, et c'est très très touchant. Vraiment chair de poule. Ouais, ouais. Parce que c'est un rescapé, parce qu'il a échappé à pas mal de, comment on appelle ça, crise cardiaque et tout ça. Bon, mais en tout cas, il est encore vivant, mais très très âgé là. Quincy Jones. Donc c'est lui qui a orchestré, rappelez-vous, We Are the World. Vous voyez? Et vous avez toute la crème de des stars américaines. Hein. Comme ça, quand je parle, qui me revient à l'image, c'est Diana Ross. Tout le monde était là. Hein. Qui pouvait manquer à l'appel? Les Cyndi Lauper, les Bruce Springsteen, tout le monde était là. Donc, tout ça orchestré, rappelez-vous, vous pouvez même retrouver encore quand vous avez fini de regarder ma vidéo. Voilà, vous mettez chose là. Et l'Éthiopie, hein, les stars qui sont mobilisées pour récolter des fonds par rapport à la famine qui sévissait. Et quand on avait vu les images à l'époque, mais si on dit humain, on ne peut pas ne pas verser des larmes. Avec les enfants dont on voyait les mouches comme ça, qui leur entraient dans le nez, dans le bouche. Mais ça s'est passé en terre africaine. Hein. Et donc ça, c'est en Éthiopie. Hein. Il n'y a pas longtemps, hein, les années 80. Et suite à ça, les générations qui se succèdent, sachant que la communauté, la diaspora éthiopienne qui est aux États-Unis, ils se mobilisent pas seulement aux États-Unis, mais en tout cas un peu partout, mais aux États-Unis surtout, eh bien, ils font le maximum pour que leur pays avance. Voilà. Et ce que ne veut pas entendre parler les Occidentaux, les Américains et les Français, les deux là, et puis les autres aussi, il y en a qui se cachent. Hein. Je ne vais pas dire les noms, mais vous allez faire un peu de gigote, vous allez trouver de qui je veux parler. Bon, ils se cachent, mais ils sont là, ils ne veulent pas que l'Afrique s'industrialise. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de pourrir la vie au Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed Ali. C'est clair. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai dit, il faut m'expliquer. Comment on donne le prix Nobel à ce monsieur en 2019 et puis en 2021, on est en train de lui faire la guerre? Avant cette expérience-là, dites-moi, est-ce qu'il y avait avant? Tous les gens à qui ils ont donné les prix Nobel, est-ce qu'ils leur ont fait la guerre? Il faut me dire. Oh, s'ils lui font la guerre, mais c'est parce qu'il ne fait pas l'affaire. C'est ça l'explication. Ah ben oui, et c'est là où il sort grandi. Il rentre dans l'histoire, hein, par la grande porte d'un homme intègre qui défend les intérêts de son peuple. Ce qu'eux, ils font. Bon, ils sont machiavéliques, ils sont, si vous voulez, diaboliques, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, leur peuple ont quand même des minimums. Je vous plie, ici, par exemple, il y a la mutuelle, ici, il y a la sécurité sociale, il y a le tramway, il y a le métro, il y a... Vous voyez, donc il y a quand même un minimum au niveau de pouvoir vivre en tant qu'être humain. Or, chez nous, alors qu'on regorge de richesses, eh bien, il n'y a pas même une simple lumière, même de l'eau potable. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc, ce que je voulais dire, c'est, au fond, de dire que le grand bond qu'a fait l'Éthiopie en 30 ans, 40 ans, hein, les années 80, hein, c'est pratiquement 40 ans, 41 ans maintenant. Hein? Bon. Et bien, quand vous regardez les documentaires, vous voyez justement les gratte-ciel, vous voyez, il y a même le tramway et tout ça. Voilà. Donc, ils ont décidé d'accélérer leur développement. C'est pour ça que le grand barrage est mis en place et il y a la bataille avec ce fleuve-là, le Nil, hein, il traverse 10 pays en Afrique. Hein, là, les principaux qui sont vraiment concernés directement, bon, les 10 sont concernés naturellement, mais ceux où ça vraiment c'est tendu, hein, c'est l'Égypte qui croit détenir le droit jusqu'à vitam aeternam, alors que là, les générations qui se succèdent ils disent non, 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 ça va pas se passer comme ça. Surtout que quand on regarde de près, on voit que en fait, il paraît que 80% de la puissance de l'eau part de l'Éthiopie. Voilà. Parce que ça converge, et puis après ça se retrouve pour devenir maintenant le Nil, et puis ça traverse tous ces pays-là, pour traverser l'Égypte et tout ça. Et puis, bon, c'est vrai que on a expliqué que voilà, s'il n'y avait pas le Nil, ben, l'Égypte ne pouvait pas être ce qu'il est, hein, si on peut dire. Mais donc, chacun a ses arguments et puis chacun défend les intérêts de son pays. Mais ce qui est regrettable et ce qui fait mal au cœur, c'est le fait de se dire, mais pourquoi alors existe l'Union africaine? Pourquoi alors? Parce que je ne comprends pas, enfin, à un petit niveau, hein, même chacun de nous, on doit se poser un peu et dire, mais attendez. On est comme de la famille et puis on est en train de se battre entre nous. Et c'est les autres qui tirent les ficelles et c'est très flagrant. Hein? À l'endroit même où vous faites votre réunion de famille, c'est là où c'est menacé. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche en fait de ne plus faire dans la combine qu'on pu faire ceux qui étaient avant lui. Mais ceux qui étaient avant lui, ils n'ont pas eu le prix Nobel. Lui, il faut se poser la question, pourquoi on lui donne le prix Nobel? On lui donne le prix Nobel parce que quand il arrive, il fait la paix avec l'Érythrée. Et du coup, eux, comme ils se croient beaucoup plus malins que tout le monde, eh ben, je crois que c'est dans ce sens-là qu'ils ont décerné le prix Nobel. Sauf que lui, c'est un homme intègre, c'est un homme intelligent, un homme d'aujourd'hui. Eh bien, il a dit non, c'est l'intérêt de mon peuple qui prime. Et qu'il n'est pas normal que, comment on dit, on a assez de richesses comme ça, surtout l'eau. Et puis, on va laisser comme ça, sous prétexte que ça a été, les Anglais ont signé à l'époque coloniale des traités, en fait, j'allais dire, des recommandations ou ils ont signé des conventions, des contrats, tout ce que vous voulez, pour dire que voilà, c'est l'Égypte qui a le droit de décider de ce qui va se passer pour le Nil. Non, non, non.
Donc, la guerre est ouverte et ils ne se laissent pas impressionner. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et oui, parce que les Égyptiens ont menacé plusieurs fois en disant que si vous vous amusez à ça, ça va être la guerre déclarée. Et il lui dit, mais allez-y, faites ce que vous avez à faire, moi je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Sachant que il est très populaire et c'est ça qui fait mal aux Occidentaux, les Américains en premier. Parce que les dernières élections législatives, il a eu plus de 80%, si je ne me trompe pas, hein, les peu d'informations que j'ai eues là. Donc c'est impressionnant et c'est très respectable. Vous comprenez? Donc j'essaie de partir un peu comme ça, comprenez-moi, hein, parce que j'aime bien, je suis plus à l'aise en live que de lire les trucs, c'est pour ça. Donc qu'est-ce qu'il y a encore? C'est la compagnie aérienne, voilà. Comment dire la compagnie aérienne, c'est Ethiopian Airlines. Vous voyez? Mais c'est la plus grosse compagnie africaine, si je ne me trompe pas. Et du coup, tout ça, c'est jalousé par les Occidentaux, et les Français en particulier, parce que dans mes recherches, j'ai su que, il paraît que la France a interdit l'atterrissage de cette compagnie-là depuis quelques années. En prétextant que oui, c'est pour lutter contre l'immigration des... n'importe quoi. Non, en réalité, les Français, eux, je vous dis, si ça dépendait que d'eux, ils prenaient toute l'Afrique. Voilà. Il faut bien comprendre. Mais comme ça ne dépend pas que d'eux, donc ils font de la bricole, et c'est flagrant par moments dans leurs agissements, notamment au Mozambique, et puis notamment là, le fait qu'ils interdisent Ethiopian Airlines, parce qu'eux, ils veulent que Air France soit voilà, ait le monopole dans tous les pays africains. Voilà. Vous voyez? Alors, la zone CFA, c'est le cas, mais dit, c'est pas beaucoup. On va prendre encore... Vous voyez, n'importe quoi. Donc, au lieu de vivre avec leur temps, ils sont dépassés. Mais ce n'est pas notre problème, parce que je vois qu'on a assez de recul maintenant. Il faudrait qu'on accélère. Parce que je dis, quand tu n'as pas compris, on peut comprendre que tu traînes. Mais une fois que tu as compris pourquoi tu traînes, voilà. Moi, je pose la question à chacun de vous. Voilà. Hein? Quand chacun de vous, je veux dire, de manière générale. Voilà, c'est du bon sens. Et donc ensuite, après la question de cette compagnie-là qui est jalousée par certains pays d'ailleurs, africains malheureusement, alors qu'ils sont des frères. Hein? Et puis les Occidentaux, alors là c'est pire. Parce qu'eux, ils ne veulent pas qu'aucun pays africain s'industrialise. Alors que le Premier ministre, là, lui, c'est son leitmotiv, c'est industrialiser son pays, point barre. Il n'y a pas de raison. Mais justement, quand je parle de on a compris, donc lui, il a compris, il a dit, bon, là, il n'y a plus de temps à perdre. Allez, on y va. Et puis quand il y a le soutien du peuple, un peu comme au Mali, Amigo Ita, et puis Shugay Maïga, ils ont le soutien du peuple. Alors là, c'est... Rien ne pourra arrêter. On va se rappeler un peu du discours de, comment on appelle ça, le président Mamadou Koulibaly, bon, le pauvre, j'allais dire. Pourquoi? Mais parce qu'il est trop en avance en Côte d'Ivoire, hein, parce qu'ailleurs, il serait en avance. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, eux, c'est la marmaille. Hein. Voilà. Bon, je reviendrai une autre fois, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur la Côte d'Ivoire, que là, cette fois-ci, il ne va pas rester longtemps. Parce qu'il y a un discours là-dessus, justement, c'est pour ça que je fais cette parenthèse, où il dit qu'à partir du moment où le peuple est uni, personne ne peut venir nous toucher à notre cheveu. Mais c'est tout qu'on peut l'appliquer à n'importe quel pays. Donc, en RDC, si le peuple est uni, à commencer par les hommes politiques, ni les Américains, ni Kagame peuvent venir chercher leur coltan, qu'on soit d'accord. Voilà. Donc, c'est parce que les hommes politiques de ces RDC-là, ils font dans la marmaille, à commencer par Tshisekedi, qui sont des corrompus de première classe. Donc, moi, je dis, je préfère m'attarder à critiquer Tshisekedi plutôt que Kagame. Voilà. Là, alors là, on ne pourra pas me convaincre du contraire, hein, parce que ce que je dis là, c'est du bon sens et puis c'est de l'honnêteté intellectuelle aussi. Parce qu'autrement, franchement, on perd du temps. Ça me paraît simple pourtant. Enfin bon, que voulez-vous? Donc, les Occidentaux encouragent la guerre contre les Tigrés, là, c'est pour ça que... Vous avez vu, on a eu des alertes, là, l'information, AFP et compagnie. Ouais, la France demande à ce que tous ses ressortissants partent immédiatement. Et quand j'ai entendu ça la première fois, il y a quelques semaines, je me suis dit, mais qu'ils fassent ça pour le Mali, qu'ils fassent ça pour la Côte d'Ivoire, qu'ils fassent... Ce serait intéressant. Mais non, non. Donc, vous sentez bien qu'il y a de la manipulation, parce que, heureusement qu'on a l'heure d'Internet, donc on a l'occasion de regarder les autres infos sur Internet, et puis on a un autre son de cloche, on dit, mais non, calmez-vous, il n'y a rien de truc. À la rigueur, même ce qu'il y a comme information importante, c'est qu'il y a une semaine, le gouvernement... Le Premier ministre éthiopien ont demandé aux Américains de plier bagages. Hein? Il leur donne un peu de délai pour les pays africains en général, et puis pour l'Éthiopie immédiatement, parce qu'ils participent à déstabiliser le pays. Mais je vous vous rendez compte, quand j'ai déjà applaudi, là encore c'est faible. C'est chapeau, hein, chapeau. Parce que, il y en a combien qui peuvent faire ça? Hein? Il n'y en a pas beaucoup. L'Algérie, ils ont demandé aux Français, vous passez plus sur notre aérien. Voilà, qui peut? Voilà. Il n'y a que l'Algérie, après maintenant l'Éthiopie qui vient maintenant. Sinon les autres, c'est des trouillards, ils sont là, ils prennent des miettes. Et même les miettes, même, c'est encore plus costaud. Il y a en dessous même des miettes. Et puis ça leur suffit. Et puis ils nous emmerdent. Ce que je dis, mais si vous n'avez pas la force, bon, c'est une chose. Mais laissez-nous monter au créneau. Laissez les gens courageux monter au créneau. Et puis ils vont en finir avec ces problèmes. Et puis après, maintenant, vous allez venir avec vos costumes cravate pour faire le défilé, ce que j'appelle le manège. Carnaval, n'importe quoi. Bon. Donc, ensuite, c'est quoi? Ensuite, c'est, je dis simplement, c'est non-assistance à peuple en danger, tout naturellement. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, franchement, tout le monde est informé. Comment ça se fait qu'on laisse l'Éthiopie, on laisse le Mali? Je ferai une vidéo là, soit aujourd'hui, hein, tout à l'heure, ou alors demain, sur le Mali. Hein, parce que je vais revenir sur l'intervention de la Amina Fofana, la grande dame. Voilà. Elle a fait une déclaration très importante. Et donc,
non-assistante un peuple en danger, c'est clair pour moi. Hein, le Mali, l'Éthiopie, on fait quoi? La CEDEAO ou l'Union africaine. Voilà. C'est le siège qui se trouve là-bas. Là, franchement, quand j'ai vu là récemment l'histoire d'agression des Américains et tout ça, puis des Français, je me suis dit, mais on a atteint les niveaux mais sans précédent. C'est là-bas que c'est le siège de l'Union africaine. Mais pourquoi vous êtes là, corrompu que vous êtes? C'est ça l'explication. C'est incroyable, hein? Je dis après la mort de la non-assistance pour aider le colonel Kadhafi, là maintenant, mais la différence c'est que lui, il a le soutien du peuple à mort. Hein, plus de 80% ont voté pour lui aux législatives. Et c'est ça qui hérite les Occidentaux. C'est ça qui les énerve. Voilà, donc maintenant, ils financent le Tigré là, il donne de l'argent, beaucoup d'argent, et puis il doit aller-y contre lui. Mais sauf que lui, il dit, je vous demande là pacifiquement, rendez vos armes. Sinon, on va commencer à vous bombarder. Voilà. Et puis, parce que ceux qui me soutiennent sont nombreux, là, on a des millions. Hein. Donc là, vous n'allez pas tenir longtemps. Voilà. Puis là, tout le monde est témoin. N'importe quoi. Puis je pense qu'il a la bénédiction des ancêtres. Bien entendu. Il faut se poser la question de savoir comment ça se fait qu'ils ont pu coloniser tous les autres pays et puis pas eux. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et c'est quelque chose va perdurer, va rester, tout naturellement. La preuve en est, regardez, l'énergie qu'il a, le Premier ministre Abiy Ahmed Ali. C'est pas anodin, hein. Mais oui. Hein? Donc, les notes que j'ai prises, j'en termine sur, comment dire, le fait que Tshisekedi et puis le président rwandais demandent le déménagement du siège. N'importe quoi. Des plaisantins. Bon. Mais quoi qu'il en soit, quand eux ils disent ça, Tshisekedi et puis Kagame là, mais les autres chefs d'État, qu'est-ce qu'eux ils disent? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais oui, parce que dans l'Union africaine, on dit qu'il y a 55 pays. Bon. Donc vous enlevez les 3, c'est-à-dire l'Éthiopie lui-même, puisqu'il est partie prenante. Et puis vous avez maintenant Tshisekedi de Congo RDC, et puis vous avez Kagame de Rwanda. Voilà, donc ça fait 3 moins 55, ça veut dire 52. Donc, que disent les 52 autres pays? Ça m'intéresse, moi. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis, mais franchement, moi, je dis, il ne faut pas se tromper de cible. Et moi, je ne crois pas que je me trompe de cible la plupart du temps. Parce que l'erreur est humaine, c'est clair. Mais la plupart du temps, je ne me trompe pas de cible. Là, en l'occurrence, je dis non. Je dis, c'est pas Tshisekedi et puis Kagame qui vont m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est les autres. Parce que comme on dit, qui ne dit rien consent. Voilà. Et le moment est venu que les gens disent ouvertement quelle est leur position. Ben oui. Hein? Là, il est en train de faire une démonstration de force auprès de l'Occident pour dire que le moment est venu que l'Afrique puisse se libérer de votre emprise. Et donc, ça passe par l'industrialisation, ça passe par le développement, ça passe par l'éducation. Et lâchez-nous. Et ça va se faire par la force, parce que comme j'ai dit, la liberté, elle s'arrache. Sinon, ça n'a pas de sens. On a eu l'expérience des pays, justement, francophones, où la France a ouvert son agenda, et puis elle dit, par exemple, un 1er août, c'est, comment dire, le Bénin, avec l'autre qui fait le malin, là. Je dis, lui, j'ai toujours dit par rapport à lui, parce qu'il copie sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il veut se développer, et donc les autres, ils sont des... Enfin, bon, j'allais dire des gaous, mais bon. Les Béninois, en fait, je le dis comme ça, du fois, ça me passe à la tête, j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer, sur le plan sociologique et sur le plan psychologique. C'est-à-dire que je crois que la Côte d'Ivoire a fait miroiter pas mal de pays dans les années 70, 75, 80, tout ça. Et du coup, les gens comme Talon, eh ben, quand il est en train de faire ce qu'il appelle développer son pays, ben, il dit je vais copier. Mais non, parce que la Côte d'Ivoire, on a vu maintenant, pourquoi c'est pas la paix, pourquoi c'est pas comme ici en Occident, voilà. Pourquoi les gens prennent l'avion pour venir se soigner ici? C'est pas la honte, ça? Je parle en français ivoirien. Hein? La honte. Parce que c'est pas normal. Si tu dis que tu es indépendant en 1960, et puis 70, 75 ans après, 76 ans après, tu es en train de prendre l'avion pour venir te soigner ici, ou venir faire tes courses. À la limite, les courses, c'est pas trop méchant. Mais les soigner surtout. Parce que, comment dire, j'allais dire, les courses, on peut dire que tu viens du tourisme. Ce qui est un peu normal pour découvrir les autres pays. Mais par contre, se soigner, c'est autre chose. Vous comprenez? Surtout, on a affaire à qui? Ben, on a affaire aux dirigeants du pays. Et puis le citoyen lambda, ordinaire, lui, il est abandonné à lui-même. Or, l'argent qu'ils utilisent pour venir ici, c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui appartient aux citoyens, justement. Donc ce sont des criminels. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc pour cette vidéo-là, voilà, j'ai essayé de glaner un peu quelques informations et puis donner mon point de vue comme d'habitude, sachant que c'est vrai que très souvent, à 90, 95, 98%, je parle de la zone CFA parce que vous comprenez, je dis que les autres pays africains, bon, je crois que la zone CFA, on a le summum au point de vue de l'aliénation, du complexe et de la corruption. Voilà. Moi, vraiment, je suis convaincu de ça et que ceux qui ne sont pas convaincus de ça, qui me disent le contraire dans les commentaires. Hein. Donc, partagez au maximum, mettez des pouces, n'hésitez pas. Hein. On est ensemble et on lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons le droit de citer les panafricains aujourd'hui. Les choses sont claires. Hein, je vous dis, hein, c'est pas par hasard. Vous comprenez? L'Éthiopie n'a pas été colonisée et lui, il est le digne fils de justement ceux qui ont résisté face à l'Occident. Parce que l'Occident, quand ils sont venus, notamment pour leur partage des gâteaux, ben, ils auraient pu récupérer aussi et puis coloniser l'Éthiopie. Pourquoi ça ne s'est pas fait?
Ça veut dire que ceux de l'époque, les Éthiopiens de l'époque, ben, ils étaient très courageux, ils étaient très dignes et puis ils respectaient leurs ancêtres. Voilà, courageux. Et c'est pour ça que on peut, en tant qu'Éthiopien, bomber le torse vis-à-vis des autres pays en disant, écoutez, vous êtes décolonisés. Bouya, j'adore ça. Bon, écoutez, merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt. J'espère que cette vidéo, elle aura un maximum de succès. À très bientôt, merci bien.